Bonsoir à tout le monde. Ce soir, j'aimerais faire un petit direct sur le Togo parce que la situation telle qu'elle est n'a pas bougé, il n'y a rien qui change. Au contraire, les choses s'aggravent. Et on est là, on regarde, on laisse faire. Le tyran et ses amis qui sont en train de complètement détruire le pays devant nous. La diaspora, c'est-à-dire les Togolais qui vivent à l'étranger, sont totalement paralysés, sont totalement désorganisés. On essaye, dans la mesure du possible, de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, d'organiser tout ça. C'est pas simple parce que on a été très longtemps habitués à ce désordre et à se laisser aller. Et aujourd'hui, voilà, c'est assez compliqué de remettre un peu les gens à l'ouvrage. Mais nous sommes obligés, si nous voulons obtenir des résultats, nous sommes obligés de nous organiser, de nous mettre en commun, de mettre en commun nos moyens et nos ressources pour pouvoir aller à la rencontre de la réalité. Parce que cette réalité, plus nous voulons la fuir, plus elle va nous rattraper, plus cette réalité sera collée à nous et on ne pourra jamais s'en affranchir. Donc, il est extrêmement important de rappeler ce qui est notre devoir, parce que quand un peuple arrive à ce niveau de décrépitude, de blessure et confinant à l'immobilisme, il est évident que ces enfants les plus motivés, les plus disciplinés, les plus formés, les mieux outillés puissent prendre leurs responsabilités et les assumer totalement. Donc, je voudrais discuter un tout petit peu avec les Togolais ce soir, rappeler que la question de notre organisation se pose toujours et elle se pose avec acuité parce que tant que nous n'allons pas nous organiser, le tyran continuera son petit bonhomme de chemin et il continuera à exercer le pouvoir tel qu'il exerce jusqu'à présent. Donc, si nous voulons libérer notre pays et le reconstruire, nous sommes appelés, nous sommes obligés tout d'abord de tirer les enseignements de notre passé d'échec, de tout ce que nous avons fait jusqu'ici, et puis dans un deuxième temps, nous organiser efficacement pour aller au contact de la réalité telle que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sur quoi je voudrais insister beaucoup, c'est que quand on observe notre réalité en tant que peuple dominé et écrasé depuis 3000 ans maintenant, et en tant que peuple togolais, plus précisément écrasé par le régime franco-gnassingbé depuis 1963, on voit que pendant longtemps, nous avons essayé de résoudre le problème par différents moyens. Et au fil du temps, nous avons remarqué que ces moyens ne sont pas du tout adaptés au problème. Et ces moyens, ce sont d'abord les élections. Donc, on est passé par des élections de dialogue, la médiation. On a essayé d'appeler des pays étrangers à venir faire la médiation entre le régime tyrannique et le peuple et ses représentants. On a fait une conférence nationale souveraine, soi-disant, pour, exorciser le pays et soigner les plaies, les blessures qui ont été infligées à notre pays par ce régime franco-gnassingbé. Cela n'a rien donné parce que la conférence nationale, même si elle a fait beaucoup de révélations sur ce qu'est la nature de ce régime, les crimes économiques, les crimes politiques, les crimes contre la vie, tout ça, on voit que tout ceci n'a rien donné puisque ce régime existe toujours. Alors après, on a fait des simulacres de réconciliation nationale, donc on a réuni les politiques et ce qu'on appelait en guillemets la société civile dans des salles climatisées pour essayer de discuter, alors que tout ceci n'est que cinéma, n'est que folklore. Et on a dit réconciliation entre les fils et filles du même pays. Tout ceci n'a rien donné. Après, on a fait le sketch avec l'armée en disant réconciliation armée-nation. Cela n'a rien donné non plus. Donc après, on a dit réforme institutionnelle et constitutionnelle pour pouvoir tout d'abord assainir le cadre législatif et constitutionnel du pays pour préparer les élections. Tout ceci n'a rien donné. Donc on tourne en rond, ce qui fait que depuis 1990, tout ce que le peuple a fait contre ce régime, aujourd'hui nous nous retrouvons complètement laminés parce que nous avons échoué. Nous avons lamentablement échoué
parce que tous les moyens qui ont été déployés contre ce régime ne sont pas des moyens qui sont adaptés à la nature de ce régime. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a le souffle coupé dans le pays. À l'étranger, les Togolais ont le souffle également coupé. Les Togolais ne savent plus réfléchir ensemble. Les Togolais ne savent plus penser ensemble. Les Togolais ne veulent plus identifier parmi eux les gens qui réfléchissent à l'endroit. Les Togolais crachent sur tout ce qui peut essayer aujourd'hui de leur montrer la vraie voie et de leur dire que tout ce que nous avons fait de par le passé, c'est bien, mais si nous n'avons pas réussi, c'est parce que tout ce que nous avons déployé n'était pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la nature de ce régime. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a le souffle coupé et tout le monde a les bras croisés, soi-disant attendant Dieu et attendant peut-être un miracle. Les plus fervents, aujourd'hui, ceux qui font, c'est qu'ils se livrent à la prière et ceux qui sont totalement déçus ont les bras croisés, liés dans le dos et ne veulent plus rien faire parce que les gens disent que ça ne sert à rien. Parce que au-delà de l'inefficacité des moyens déployés, nous avons trouvé l'ennemi. Et l'ennemi que nous avons trouvé, c'est les opposants. C'est-à-dire que nous avons maintenant identifié ce qui a fait notre échec. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les moyens que nous avons essayé de déployer contre ce régime, mais c'est plutôt les opposants. Et les opposants, c'est qui? C'est l'ensemble de la classe politique et l'ensemble des partis politiques qui sont nés après les années 90. Et donc, on appelle les opposants ceux qui sont venus sur la scène politique à partir des années 90 avec leur parti politique, soi-disant, pour libérer le pays. Nous, notre discours a été très clair depuis ces moments-là. Nous avons tout dit que les partis politiques ne peuvent pas mener la bataille de libération. Les partis politiques ne peuvent pas conduire un peuple à sa libération. Les partis politiques, tels qu'ils ont été créés, comme les États soi-disant africains, ce sont des constructions venant de l'extérieur. Tout ça a été suscité par le discours soi-disant de la Baule, tenu par François Mitterrand, donnant l'injonction aux pays africains d'ouvrir le champ politique afin que des partis puissent être créés pour soi-disant garantir le pluralisme politique en Afrique. Donc, ces partis politiques-là, c'est à partir de ce moment, à partir du discours de la Baule, que ces partis politiques sont nés. Oui, évidemment, il y a eu quelques partis politiques créés clandestinement avant l'avènement du pluralisme politique octroyé depuis Paris, mais ces partis politiques clandestins nés dans les années 80 contre les dictatures africaines, ces partis politiques n'ont pas réussi à structurer le peuple, à l'organiser. Et au niveau de la diaspora, ces partis politiques qui étaient créés d'ailleurs en exil n'ont pas pu réussir à fédérer les Africains et à en faire des instruments de lutte efficaces contre les régimes que nous avons en Afrique et notamment au Togo. Donc, nous voyons très clairement que dans toute l'histoire, les partis politiques n'ont jamais conduit les peuples à leur libération. Les partis politiques sont des cadres qui sont créés pour conquérir le pouvoir dans le cadre existant, pour l'exercer dans le sens de l'atteinte de leurs idéologies et de leurs objectifs. Et plus précisément en Afrique, ces partis politiques, quel est leur objectif? C'est soi-disant de réformer le système colonial, alors que nous disons toujours qu'un système colonial ne peut jamais être réformé, alors que les partis politiques africains continuent de marteler qu'il faut réformer le cadre africain, oubliant ce que l'histoire a enseigné au peuple, à savoir qu'aucun cadre colonial ne peut être réformé. Ensuite, les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui en Afrique, ce sont des continuités des pouvoirs actuels, en ce sens que ces gens disposent des relais, ils nous vantent régulièrement leur amitié avec la métropole, soit ils appartiennent à l'international socialiste ou à l'international libéral. Et ces partis politiques viennent en Afrique chaque fois nous dire qu'ils sont des partis libéraux et de l'autre côté des partis socialistes ou bien des partis démocrates. Maintenant, on a aussi des partis centristes et d'autres qui se disent révolutionnaires,
qui font alliance avec l'extrême gauche en Occident. Et donc, tout ceci, nous voyons très bien que tout ceci n'est qu'un décor pour amuser les Africains et neutraliser l'énergie africaine. Et donc, ça veut dire que tous ces partis politiques, de la droite libérale jusqu'à l'extrême gauche africain, nous voyons que ces partis politiques n'analysent pas le cadre africain à l'endroit, n'analysent pas, ne disent pas ce que c'est que le cadre africain. Parce que tous ces partis politiques sont dans une logique réformiste et veulent que les pouvoirs changent de main pour pouvoir opérer des réformes à la fois législatives, constitutionnelles, économiques, sociales, etc. Or, comme le cadre africain est un cadre colonial, nous voyons très bien qu'il y a un décalage total entre le discours et l'idéologie de ces partis politiques et la réalité, puisque la réalité africaine, c'est que nous n'avons pas encore d'État constitué. Nous n'avons que des enclos coloniaux. Dans les enclos coloniaux, on ne peut rien y construire. Rien de grand ne peut naître dans les enclos coloniaux et grandir dans les enclos coloniaux. C'est pour ça que l'histoire a enseigné aux peuples dominés qui vivent dans des enclos coloniaux l'obligation de s'organiser pour détruire d'abord cet enclos colonial et ensuite aller vers sa reconstruction. Et c'est ça le devoir que l'histoire nous a enseigné. Et tant que les Africains ne vont pas assumer cette responsabilité historique, il ne se passera rien. Nous pouvons changer les Faure Gnassingbé, les Bongo, les Biya, les Idriss Déby, les Macky Sall, les Blaise Compaoré, Yahi Boni, par tout ce que nous voulons ou par toutes celles que nous voulons, la situation africaine ne changera pas. Parce que l'Afrique est un cadre colonial. Les États africains sont véritablement des enclos coloniaux. Et leur attribut, c'est que ces cadres coloniaux sont là pour nourrir, produire les matières premières, pour alimenter la métropole ou les métropoles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le centre économique. Donc la périphérie africaine va continuer à produire du maïs, des fleurs, des fruits, du coltan, des matières premières agricoles et des matières premières minérales et les bras, évidemment, pour alimenter la vie économique du centre, c'est-à-dire de la métropole et de ses vassaux, et puis de l'autre côté, ces enclos coloniaux vont absorber, vont recevoir les produits finis de basse qualité venant de l'extérieur, notamment de la métropole et du centre. Ce qui fait que l'économie africaine a la caractéristique parfaite ou garde la caractéristique parfaite d'une économie coloniale, puisque nous continuons par produire les matières premières pour l'industrie transformatrice des puissances coloniales européennes, américaines et asiatiques. Et de l'autre côté, nous recevons les produits finis de ces pays-là, donc des pays européens, américains et asiatiques. Et l'Afrique garde parfaitement sa place dans l'économie, à savoir des enclos coloniaux qui fournissent les matières premières et de l'autre côté qui absorbent les produits finis venant de l'extérieur. Donc, tant que ce système ne sera pas cassé, tant que ce système ne sera pas détruit, eh bien, l'Afrique ne fera aucune réforme. Et les Chinois nous l'ont prouvé. En 1949, les Chinois nous l'ont prouvé. C'est-à-dire que tant qu'un pays est sous la domination de l'extérieur, il ne peut y avoir de réforme à l'intérieur de ce pays-là. C'est pour ça que Mao et ses amis, ils ont compris la nécessité, l'obligation, le devoir historique d'organiser leur peuple pour mener d'abord la bataille de libération contre les nationalistes de Chiang Kai-shek, soutenus de l'extérieur par les mêmes qui écrasent l'Afrique aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelle la libération de la Chine, d'abord par le peuple lui-même. Et à partir de là, les Chinois vont déployer un gigantesque programme de reconstruction de leur pays. 50 ans plus tard, la Chine est sur le toit du monde et est la première puissance économique du monde aujourd'hui. Donc, si les Africains ne gardent pas à l'esprit ces éléments clés qu'on appelle les invariants de l'histoire, les constances de l'histoire, c'est-à-dire que lorsqu'un peuple est dominé, écrasé de l'extérieur, martyrisé par une élite coloniale installée à sa tête, habillé
de l'extérieur et baptiser l'élite, c'est-à-dire qu'on va construire une classe, les communistes disent une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire qu'une petite minorité habillée par le maître, avec costume cravate, bardé de quelques papiers qu'on appelle diplômes, sortis de l'école coloniale, eh bien, tant que cette élite coloniale va continuer à régenter l'Afrique, l'Afrique n'ira nulle part. Donc, ce que l'histoire a enseigné aux peuples qui sont dans ces situations, c'est leur organisation. C'est la nécessité que ces pays et ces peuples ont de s'organiser absolument. C'est pour ça que nous ne cessons d'insister là-dessus, sur la notion de l'organisation. L'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains doivent réaliser, encore une fois, l'élément de base de l'organisation, c'est d'abord la capacité de comprendre ou bien l'analyse de base qui est que nous sommes dans des enclos coloniaux. Ça, c'est l'élément de base. Et à partir de là, ça veut dire que le combat qui nous attend, ce n'est pas un combat pour les réformes, pour les élections. Ce n'est pas un combat pour changer Idriss Déby par je ne sais quel individu venant de quelle autre université. Ce n'est pas de changer Paul Biya par je ne sais quel avocat. Ce n'est pas ça le défi qui nous confronte. Le défi qui est posé à nous, c'est le défi d'une lutte de libération. Et comme nous voulons mener une lutte de libération, nous devons absolument savoir quels sont les instruments d'une lutte de libération. Et l'instrument premier d'une lutte de libération, c'est le peuple. C'est les peuples qui sont dominés, c'est les peuples qui sont écrasés. C'est l'outil principal que nous avons. Nous n'en avons pas d'autres. Nous n'en avons pas d'autres. Et comme c'est le peuple qui est l'outil de base dans une lutte de libération, la question de son organisation se pose. Ça veut dire que les patriotes qui ont compris les lois de l'histoire doivent absolument structurer le peuple sur le terrain. Nous devons aller de village en village, de quartier en quartier, de ville en ville, de hameau en hameau, pour recruter d'abord le peuple, lui faire comprendre la situation, et ensuite le structurer concrètement. Ça veut dire que nous devons savoir réunir les gens, leur apprendre les bases d'une lutte de libération, leur apprendre à comprendre ce que c'est que la peur que déploie le régime en place, la violence que déploie ce régime en place, faire comprendre au peuple comment cette violence est déployée, comment la corruption est déployée, comment ce régime s'est organisé pour continuer à régenter le peuple de cette manière depuis des années. Et puis, à partir de cette compréhension, de l'explication de ces mécanismes-là, nous allons créer un réseau sur l'ensemble du territoire. Un réseau de combattants sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça veut dire que nous allons installer des bases révolutionnaires dans le pays, des cellules révolutionnaires dans le pays. C'est ça l'organisation. Ça veut dire que nous devons réunir les gens, leur apprendre leurs devoirs, leur apprendre comment on structure les cellules et les îlots, répartir les tâches, et puis donner à ces îlots et à ces cellules-là révolutionnaires, à ces cellules populaires de base, un agenda, de sorte à ce que cet agenda puisse être mis en œuvre par ces cellules elles-mêmes, dirigées par des gens qui sont choisis par les cellules elles-mêmes et lequel agenda est déployé et mis en œuvre par les cellules elles-mêmes. C'est ça le travail qui nous attend. Et c'est sur ce terrain-là que nous avons toujours failli. Parce que nous n'avons jamais réussi à organiser de manière efficace notre peuple. Jusqu'à présent. Quand on va aujourd'hui au Togo, on n'a pas l'impression qu'il y a 30 ans qu'on a commencé la lutte contre ce régime-là. On n'a pas l'impression qu'on a fait un saut qualitatif depuis 30 ans. Au contraire, tout a échoué. Tout a échoué et nous avons remplacé ce combat d'organisation par un combat entre partis politiques. Nous nous sommes livrés à un faux combat
de partis politiques, à savoir des compétitions totalement infructueuses pour savoir lequel des partis politiques est le plus opposant que les autres. C'est à ça qu'on s'est livré comme bataille dans ce pays depuis 30 ans. Et donc, dans ce combat-là, ces partis politiques ont passé du temps à se neutraliser les uns les autres, à se glisser des pots de banane sous les pieds, les uns des autres, à aller même saboter toutes les belles initiatives que les uns et les autres pouvaient avoir. Donc, on s'est livré à ce combat d'arrière-garde qui nous rattrape aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes totalement laminés et il n'y a rien du tout. Nous avons passé du temps à nous battre entre partis politiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le dictateur n'a pas non seulement un boulevard devant lui, mais c'est toute une autoroute qu'il a. Le tyran a toute une autoroute devant lui. Parce que nous avons passé du temps à nous casser les uns les autres. Nous avons passé du temps à nous détruire. Nous avons passé du temps à nous haïr les uns les autres. Et nous avons rejeté les gens les plus intelligents parmi nous. Les gens qui nous alertaient, qui nous avertissaient que nous n'étions pas en train de mener le bon combat. Les gens qui nous alertaient, qui nous prévenaient, qui nous disaient que nous étions en train de filer du mauvais coton et que nous étions en train de nous perdre dans des considérations inutiles, nous les avons mis de côté, nous les avons écartés, nous avons refusé de les entendre, nous avons refusé de les écouter. Et aujourd'hui, le résultat est devant nous. Donc, il va falloir refaire le chemin inverse, retourner à la bifurcation où nous nous sommes trompés de chemin, où nous avons transformé le combat ou bien la volonté populaire de se libérer en un combat entre partis politiques et entre associations, soi-disant de la société civile. Donc nous devons absolument revenir à cette bifurcation-là pour repartir du bon pied. Parce que si nous ne faisons pas cet exercice-là, la situation continuera et nous n'allons rien faire. Nous n'allons rien faire. Nos enfants vont aussi avoir des cheveux blancs sous ce régime. C'est ça la réalité. Parce qu'il n'y aura pas de miracle. Le miracle n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Les miracles n'existent pas. Seul le travail paye. Et si les Africains refusent, si les Togolais refusent de se livrer à ce travail de réflexion, de base, et ensuite d'organisation, évidemment, de structuration, pour pouvoir passer au combat libérateur, eh bien, rien ne bougera en Afrique. Bien au contraire, la situation ne va qu'empirer. La situation va s'aggraver. Parce qu'aujourd'hui, sur l'échiquier international, il y a plein d'autres pays qui émergent, qui arrivent, et qui vont aussi avoir leur place au soleil. Et le seul peuple qui offre les atouts considérables pour être conquis et dominé aujourd'hui sur la planète, c'est les Africains. C'est nous, c'est notre continent qui offre toutes les faiblesses possibles pour que n'importe quel peuple qui a acquis un peu de puissance va aller conquérir. Voilà. Donc, si nous ne travaillons pas, si nous ne nous organisons pas, si nous ne comprenons pas l'appel que l'histoire nous lance, l'opportunité, la toute dernière opportunité que l'histoire nous donne de pouvoir nous organiser, de pouvoir nous structurer et de pouvoir mener la bataille de libération, eh bien, nous allons mourir honteusement, indignement, nous allons mourir de honte, nous allons mourir dans la misère et nos enfants mourront aussi dans la misère. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il ne s'agit pas de faire de l'agitation pour de l'agitation. Il ne s'agit pas de continuer à faire ce que nous avons toujours fait, à savoir courir, aller aux soi-disant élections, et puis, une fois que les élections sont fraudées et que le dictateur s'impose, soi-disant dans les urnes, eh bien, on va courir dans tous les sens pour rafistoler, on va courir dans tous les sens pour organiser des manifestations, soi-disant, pour lui contester la victoire et réclamer la vérité, soi-disant, des urnes. Non, ce n'est pas ça l'enseignement que l'histoire a donné au peuple dominé. Et si nous continuons à faire ça, nous allons toujours tourner en rond. Nous allons toujours tourner en rond parce que
Nous n'avons pas pris le temps de nous organiser efficacement. Nous n'avons pas pris le temps de structurer le peuple. Nous n'avons pas pris le temps d'apprendre au peuple comment ce peuple doit gérer la peur. Nous n'avons pas appris à notre peuple comment il doit gérer la violence qui est déployée par le régime contre lui. Nous n'avons pas appris à notre peuple comment contenir et détruire cette violence qui se déploie. Nous n'avons pas appris à notre peuple comment il doit se comporter lorsque la vague militaro-policière déployée par le régime l'envahit. Nous n'avons pas appris à notre peuple quelles sont les réponses que notre peuple doit apporter à la guerre psychologique qui lui est menée. Nous ne lui avons pas appris tous ces éléments-là. Donc évidemment que notre peuple est dans une faiblesse psychologique, structurelle, organisationnelle, matérielle terrible. Ce qui fait qu'il n'ira que d'échec en échec. Notre peuple n'ira que d'échec en échec parce que nous ne l'avons pas suffisamment formé, nous ne l'avons pas suffisamment organisé, nous ne l'avons pas suffisamment structuré, nous ne lui avons pas appris les bases du lutte de libération et nous ne lui avons pas appris comment gérer la peur, la violence qui est déployée contre lui et comment il doit détruire cette violence-là. Et tant que ce travail-là ne sera pas fait, il ne se passera absolument rien. Nous volerons d'échec en échec. Et les régimes tyranniques africains vont continuer dans l'intérêt bien compris de leurs mentors étrangers. C'est ça la réalité crue et pure que l'histoire nous inflige et va nous infliger. Si nous continuons à œuvrer dans le contexte actuel de cette manière désorganisée, de cette manière totalement indisciplinée, de cette manière totalement inadaptée à la situation, au cadre colonial africain et à la réalité d'un système colonial qui est le nôtre. Donc, au Moltra, nous essayons depuis plusieurs années de faire ce travail-là. Vu la difficulté que ce travail produit et que ce travail suscite, vu que ce n'est pas le chemin le plus facile, puisque le chemin le plus facile, c'est de dire, bon, on crée un parti politique, on va aux élections, on fait la campagne, et puis on va mettre en place quelques dispositifs pour soi-disant récolter la réalité des urnes, et puis les proclamer sur Internet. Bon, on va faire du direct, Facebook et tout, comme ça on proclame les résultats pour prendre de court le système en place. Ça, c'est bien, sauf qu'on a essayé ça dans plusieurs pays africains, dans plusieurs enclos coloniaux. C'est que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les urnes. C'est-à-dire que vous pouvez proclamer autant de résultats que vous voulez. Vous pouvez proclamer autant de résultats que vous voulez sur Internet, sur les réseaux sociaux, via les satellites, essayer de prendre le dictateur de court et le système dictatorial africain de court. Ce système s'en fout. Parce qu'il sait que le moment décisif, c'est le moment de la confrontation physique dans les rues, avec sa force militaro-policière. C'est ça l'enjeu capital, c'est-à-dire le moment décisif, c'est pas le moment de la récolte des résultats dans les urnes, c'est pas le moment de la proclamation des résultats sur Internet, sur YouTube, sur Facebook et tout ça. Non, le régime s'en fout de tout ça. Il sait qu'il ne va pas gagner dans les urnes. Donc, le seul schéma sur lequel le système travaille, c'est le moment de l'épreuve physique dans les rues. Et quand l'opposition ou bien les oppositions vont dire qu'elles ont gagné les élections, qu'est-ce que le régime va faire? Le régime va déployer l'armée et ses milices. Et c'est là que tout se gâte. C'est là que tout se gâte parce que le système, lui, il a passé du temps à travailler sur ce moment-là. Le moment de vérité, ce n'est pas le moment du vote, ni le moment de la proclamation, ni le moment de la collecte des résultats par ce qui est appelé l'opposition et ses différents instruments. Non, le moment décisif pour les régimes tyranniques africains, c'est le moment de la confrontation physique. Et c'est sur ce terrain précisément que nous n'avons jamais réussi à nous organiser. Donc quand la violence se déploie, quand les tyrans déploient la violence, il n'y a plus personne parce que nous n'avons pas préparé cette confrontation. Or, c'est en ce moment justement que la décision est faite. C'est en ce moment justement que la décision est faite. C'est pour ça que le Moltra a passé du temps à travailler sur ce schéma-là, sur ce point précisément.
le moment de la confrontation physique, qui est le moment de la décision, eh bien, tant que nous n'allons pas travailler sur ce moment-là, en l'anticipant et en la préparant en amont, en préparant les peuples à gérer, à canaliser cette violence-là, eh bien, nous allons perdre toujours et toujours. Voilà, il n'y aura pas de miracle parce que nous n'avons pas travaillé sur ce point-là. Et c'est là que le travail d'organisation s'impose à nous. Voilà. Donc, je vais conclure en disant que l'enseignement principal que l'histoire a donné au peuple dominé, au peuple colonisé, et la situation de l'Afrique, je l'ai expliqué au début de cette séance, c'est que la situation africaine est une situation purement et simplement coloniale. Tous ceux qui essaient de diluer ces situations nous trompent et se trompent d'analyse. La situation africaine est une situation coloniale. Nous n'avons pas d'État. Nous nous trompons en disant que nous avons des États en Afrique qui peuvent organiser des élections, qui peuvent organiser le peuple, qui peuvent faire des réformes, qui peuvent faire le bien du peuple. Non, nous sommes dans un système colonial enrégimenté par un système de violence extraordinaire qui est doublé de la corruption, qui est sa sœur jumelle. Compte tenu de ces situations, tout ce que notre peuple doit faire, c'est s'organiser. Et comme le peuple lui-même ne peut pas s'organiser, il va falloir qu'il y ait des enfants de ce peuple-là qui prennent conscience de la réalité de notre situation coloniale et qui vont à la rencontre de nos peuples sur le terrain concrètement pour l'organiser, lui apprendre les choses, lui apprendre les réalités d'une lutte de libération. Et cela sous-entend que nous devons absolument travailler sur le moment de la confrontation violente, au moment où le régime décide de casser tout et de passer en force. Voilà. Donc, c'est ça le travail qui nous attend. Et ce travail suppose que des patriotes s'élèvent dans notre peuple, que les enfants les plus intelligents, les plus brillants, les plus capables, les plus courageux de notre peuple se lèvent, se rencontrent et mettent en commun leur intelligence et leurs moyens, aussi bien financiers que matériels, pour aller à la rencontre de notre peuple dans les villages, dans les hameaux, dans les villes, dans les préfectures, dans les régions et sur l'ensemble du territoire pour créer les cellules de la révolution populaire et apprendre au peuple deux choses. D'abord, expliquer la guerre psychologique qui nous est livrée au travers de la faim, de la peur, de la maltraitance, de la souffrance infligée à notre peuple. Expliquer tout le mécanisme de la guerre psychologique. Donc, la peur, la faim, la maltraitance, le manque d'infrastructures, tout ça participe à la guerre psychologique que le système colonial nous livre. L'école coloniale joue un grand rôle dans ça. Les religions jouent un grand rôle dans ça. Ensuite, les élites coloniales jouent un grand rôle dans ça. On trompe le peuple, on lui ment, on vole tout devant lui. On le met dans une situation de misère terrible, de sorte que notre peuple démissionne. Ça, c'est la guerre psychologique. On doit comprendre ça, on doit l'expliquer au peuple. On doit expliquer à notre peuple que ce n'est pas du fatalisme si nous avons faim dans notre pays. Si nous n'avons pas de route, ce n'est pas du fatalisme. Et que le peuple n'a pas le droit de croiser les bras ou poser la main au menton en disant que Dieu va le faire. Non. Donc nous devons casser d'abord toute l'armada psychologique que ce régime a construit pour noyauter et complètement laminer notre peuple, le pousser à la démission mentale et intellectuelle. On doit d'abord casser ça. Et puis deuxièmement, au-delà de cette guerre psychologique, de cette bataille psychologique, qui implique aussi une bataille lexicale, une bataille de vocabulaire, parce que le vocabulaire que nous employons structure notre mental et conditionne nos comportements, parce que quand vous dites qu'il y a un État, quand vous dites que l'économie africaine fonctionne, quand vous dites que nous sommes des États, eh bien vous avez un comportement qui va avec. Donc il faut déconstruire tout ça et apprendre à notre peuple que nous n'avons pas d'État, nous ne sommes que des enclos coloniaux, producteurs de café, cacao, de bananes, de fruits, de légumes, de l'or,
du pétrole, du diamant, du cuivre, du phosphate et de toutes les matières premières du coltan pour nourrir le centre, pendant que nous recevons du centre, européen, américain et asiatique aujourd'hui, quelques biens de consommation, quelques produits finis de basse qualité qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que nous livrons à cet étranger-là. Et puis de l'autre côté, préparer matériellement le peuple, c'est-à-dire mettre en place les structures pour que notre peuple comprenne que le moment de la révolution populaire va arriver, le moment de la confrontation décisive va arriver, où notre peuple doit dépasser la peur et gagner contre le régime. Cela suppose que nous ayons maîtrisé notre espace géographique. Cela suppose que nous ayons maîtrisé l'élément humain. Ça veut dire que nous sommes en lien intime. Nous connaissons notre géographie, nous connaissons notre environnement. Nous nous connaissons et nous avons réparti les tâches entre nous. Nous savons quand est-ce qu'il faut faire ceci ou cela. Et nous savons avec qui le faire ou qui va le faire, qui va déclencher les choses. C'est ça l'organisation. Et à partir de là, nous n'allons même pas attendre que le régime vienne à notre rencontre ou que le système s'oppose à nous, mais à partir du moment où nous allons nous organiser efficacement, eh bien c'est nous qui allons déclencher les hostilités et gagner. Donc c'est ce travail-là qui nous attend. Je veux dire ici que les Togolais doivent comprendre la nécessité de se remobiliser. Et ça ne sert à rien de jeter la pierre aux opposants, aux partis politiques, parce que les partis politiques, c'est que nous nous sommes trompés sur ce que c'est que les partis politiques. Et nous nous sommes trompés d'analyse sur le cadre historique dans lequel ces partis politiques ont vu le jour. Ce qui a fait que nous nous sommes livrés à des batailles d'appareils politiques qui nous ont conduits dans une situation de délabrement total aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de continuer cette bataille-là. Ça ne sert à rien de jeter la pierre à celui-ci ou à celui-là. Les Togolais doivent tout simplement retrouver la lucidité patriotique. Les Togolais doivent retrouver l'élan patriotique. Les Togolais doivent savoir que c'est eux qui sont dans la situation de souffrance et que c'est à eux et à eux seuls qu'il revient de s'organiser indépendamment des partis politiques et des associations. Et donc, nous, le Moltra, nous l'avons tout dit. Nous sommes à disposition pour aider notre peuple à faire ce travail-là. Nous avons étudié les règles de l'histoire, nous avons étudié les révolutions, nous savons quelles sont les bases, quels sont les fondements, quels sont les instruments premiers à mettre en place. Et nous voulons aider notre peuple à ça. Parce que nous aimons notre peuple, nous n'arrivons pas à dormir, nous souffrons énormément. Nous n'arrivons pas à accepter la situation de notre peuple. Notre peuple est défait, tout le monde se moque de nous. Nous sommes devenus la serpillière, le paillasson de l'humanité. Tout le monde essuie ses pieds sur nous. Tout le monde crache sur nous. Il va falloir que ça cesse. Pour que ça cesse, l'histoire nous a indiqué le chemin. Il faut que les Africains et les Togolais, principalement, se mettent ensemble, commencent pas à travailler, laissent tomber toutes les querelles partisanes, toutes les querelles de partis politiques et d'associations, et regardent de l'avant, c'est-à-dire notre pays, notre peuple et nos enfants. C'est ça le devoir que l'histoire nous a enseigné. Si nous ne faisons pas ce devoir-là, c'est vain que nous espérions le salut. Parce que le salut ne viendra pas du ciel. Le salut ne viendra de nulle part. Le salut viendra de notre travail et de notre organisation, de notre dévouement à la cause de notre pays et de notre peuple. Voilà. Notre salut viendra du fait que nous refusions absolument le statut d'esclave que les autres peuples nous ont donné. Nous devons retrouver notre dignité, le sens de la grandeur. Nous devons retrouver le sens du patriotisme, le sens de la volonté d'aller de l'avant. Si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est vain que nous espérions quoi que ce soit. Parce que ce système n'est pas humain et ne sera jamais humanisé. Ce système ne sera jamais réformé. Il n'en a que faire de la souffrance de notre peuple. Parce que c'est ce système-là qui inflige la souffrance à notre peuple. Il en est conscient. Si nous pensons que ce système fait du tort à notre peuple par ignorance ou bien par méconnaissance, c'est que nous nous trompons. Ce système est là pour écraser le peuple noir et écraser notre peuple, faire de nous des larbins de l'humanité.
Et si nous n'avons pas encore compris ça, eh bien, nous n'allons jamais aller vers le travail que l'histoire nous indique, vers le devoir que l'histoire nous indique. Sur ce, je vous salue fraternellement et à très bientôt.